Je suis Yann Arnaud, je suis directeur de l'innovation et des produits à la Massif. Et je vous présente Jean-Baptiste Schmieder, qui est fondateur du réseau d'autopartage Cities, et avec qui, si vous le voulez bien, on va discuter en fait pendant une vingtaine de minutes. Alors, en guise d'introduction, j'ai juste posé une hypothèse. Je pense qu'il y en a parmi vous un certain nombre dont l'une des motivations est de dire ça m'intéresse beaucoup de voir un assureur se suicider en direct. Je vais les rassurer, en fait, on n'est pas complètement idiot, donc on vient là pour en fait, un petit peu partager avec vous pourquoi est-ce que l'autopartage, ça a un intérêt pour les assureurs. Mais c'est vrai que on peut se poser la question, pourquoi la Massif, hein, qui est née autour de l'auto, qui s'est bâtie autour de l'automobile, qui compte aujourd'hui 6 millions de sociétaires, finalement viendrait promouvoir, viendrait mettre en lumière des formes de déplacement et de mobilité, comme l'autopartage, où justement le principe général, c'est plus d'utilisateurs pour un seul bien, et donc finalement moins de véhicules au final. Donc je vous rassure, hein, on n'est pas suicidaire, et globalement, ce qu'on peut répondre à ce paradoxe-là qui apparaît, c'est de dire, finalement, il y a 3 grandes raisons qui font qu'aujourd'hui, en tant qu'assureur mutualiste, la Massif s'intéresse au sujet. La première de ces choses, excusez-moi, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, c'est que vous pouvez poser des questions hein, avec les codes qui ont été montrés tout au long de l'intervention, et on y répondra à la fin de l'intervention. Donc je reprends, en fait, il y a 3 grandes raisons en fait, qui nous incitent à nous intéresser de très près à ce qu'on appelle les nouvelles mobilités, hein, nouvelles entre guillemets, parce que Jean-Baptiste dira mieux que moi que ça fait plus d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont utilisateurs de ça. Mais c'est vrai que ce développement récent de ces nouvelles mobilités, c'est d'abord un fait sociologique, c'est d'abord un fait culturel. Et nous, en tant qu'assureurs, on ne peut pas continuer à travailler sur un ancien modèle, hein, celui d'après-guerre, du véhicule, où il y avait un propriétaire, un utilisateur qui était finalement quasiment unique, et puis donc un contrat d'assurance. On doit évoluer avec ça et on doit prendre en compte en fait cette évolution sociologique qui est extrêmement importante. Donc la première des choses, c'est de dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, en tant qu'assureur, on est contraint, et c'est la mauvaise manière de dire les choses, c'est-à-dire qu'on doit accompagner en fait ces changements culturels importants. Alors finalement, est-ce que ça réduit en fait notre champ d'intervention en tant qu'assureur? Ben non, parce que ce qu'on pense fondamentalement, c'est qu'en même temps que se développent ces nouvelles mobilités, naissent aussi une forme d'insécurité ou de questionnement en fait, des utilisateurs ou des consommateurs par rapport à ces nouvelles mobilités. La première, c'est de dire, ben voilà, je vais mettre mon véhicule en autopartage auprès d'une structure, comment il va être couvert, est-ce que je prends des risques particuliers, etc. Je vais faire de l'autopartage, je vais faire de l'autostop, comment ça va se passer si jamais il y a un problème, est-ce qu'on va m'assister, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des enjeux financiers, est-ce qu'il y a des problèmes de franchise, etc. L'autre chose, c'est j'ai un scooter électrique, super, on me l'a offert à Noël, je suis vachement content. Ouais, mais il faut que je l'assure ou pas? Bon. Et donc toutes ces questions en fait, qui sont aujourd'hui liées à cette nouvelle mobilité un peu protéiforme, il faut qu'on y réponde en tant qu'assureur. Il faut qu'on y réponde simplement en proposant des nouveaux contrats, de nouvelles formes de contrats. Contrat, c'est une réduction, une nouvelle solution en fait, qui permettent à chacun de se rassurer en disant finalement ma mobilité elle est plus aussi caricaturale qu'auparavant. Il y a effectivement aujourd'hui plein de moyens de se déplacer, intelligents. Et donc, globalement, il faut des solutions pour, encore une fois, garantir que moi, mes proches, mes biens soient garantis. Et donc, nous, en tant qu'assureurs, notre nouveau métier demain, c'est, encore une fois, d'apporter de la rassurance là-dessus. Le deuxième point qui fait qu'on s'intéresse évidemment à ces nouvelles mobilités et qu'on les accompagne, c'est le fait de dire notre métier d'assureur est en train de changer. Il est en train de changer pourquoi? Parce qu'on passe de la pure protection qui était celle du contrat d'assurance à une deuxième chose qui est amener du service, faire connaître ces solutions. Pouvoir les faire éprouver, les organiser, d'accord? Et donc tout ce rôle de service, eh ben, aujourd'hui, c'est une nouvelle phase et une nouvelle attente de nos clients, qui sont des assurés, mais qui sont avant tout des clients, vis-à-vis des assureurs. Troisième point, et c'est peut-être le plus fondamental pour une mutuelle comme la Massif, c'est de dire, nous, globalement, on considère que quand on parle de mobilité, on ne parle pas simplement de déplacement. On parle aussi d'emploi. Hein. Avoir accès à la mobilité, c'est avoir accès à l'emploi. Ne pas avoir accès à la mobilité, c'est se priver ou se mettre des difficultés par rapport à l'emploi. C'est l'inclusion sociale. C'est pouvoir se déplacer quand on est handicapé, quand on est senior, quand globalement on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Donc ça, c'est des points qui nous préoccupent. Et puis enfin, il y a aussi un point un petit peu plus macro, qui est celui, globalement, de l'inclusion des territoires ou au contraire du fait qu'il y ait certaines zones qui ne soient plus du tout couvertes.
Ça, c'est dans l'ADN de la Massif. On y travaille en permanence, on essaye de trouver des solutions et on a tout un tas de partenaires aujourd'hui. On va mettre l'accent sur Cities, mais on travaille aussi avec des structures comme WeMove, Réseau Pouce, tout un tas de structures en fait, de l'économie sociale et de l'économie de marché. On travaille aussi avec des gens comme Gomor, pour lesquels, en fait, ce qu'on essaye de leur dire, c'est qu'on a besoin de proposer en fait, à nos sociétaires des solutions intelligentes. Le meilleur exemple illustratif, c'est de dire que dans notre portefeuille, on a des sociétaires qui nous font confiance depuis 20, 30 ans quelquefois. Et puis on sait bien qu'à un moment, conduire ne devient plus prudent. Et on le voit dans les chiffres techniques, malheureusement, qu'il y a une remontée de la sinistralité à une certaine période, parce que les gens, encore une fois, n'ont plus tout à fait physiologiquement les capacités pour conduire de manière certaine. Le problème qui est posé à la Massif, c'est qu'évidemment, un certain nombre en prennent conscience et se disent ça serait bien que j'arrête de conduire, mais je vais me condamner à une mort sociale. Bon, si on sait, nous, Massif, dire on vous a assuré pendant un certain temps en fait en assurance, et puis demain, ce qu'on veut, c'est continuer à avoir des relations avec vous, mais sous une autre forme, d'accord ? Donc les orienter vers des structures d'autopartage, trouver des solutions, je dirais, de proximité avec des proches qui ont, ou des proches ou du voisinage qui peut répondre à leurs besoins de mobilité. Du coup, on amène ce qui est aussi, encore une fois, une de nos missions. On est une entreprise à mission, c'est-à-dire faire en sorte que la mobilité ne soit plus un obstacle au développement personnel et ne soit plus un facteur d'exclusion sociale. Donc voilà, je ne vais pas être trop grandiloquent, je ne vais pas être trop long, je vais laisser surtout Jean-Baptiste présenter un petit peu Cities, qui est une initiative qu'on a connue il y a à peu près 14 ans aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, on n'a pas toujours été à la hauteur par rapport à ça, parce que tout ce qui est développement d'autopartage, ça s'est fait très progressivement, et donc il y a quelquefois, nous, c'était plus dans les priorités. Aujourd'hui, ce développement, il est là. Jean-Baptiste va en dire un mot. Et donc, globalement, en fait, on l'accompagne. 2, on pense que ça correspond à un vrai besoin et il faut qu'on puisse être en soutien des structures comme ça. Et il faut que ça se fasse, encore une fois, dans un cadre où les utilisateurs, qui sont des assurés, ont besoin d'être assurés. Donc c'est pour ça qu'avec Cities, on a par exemple un contrat d'assurance pour couvrir en fait, les clients qui est spécifique justement à cet usage. Alors je laisse la parole à Jean-Baptiste pour qu'il nous parle un petit peu, de Cities, et puis deuxièmement, un petit peu du modèle économique qui est questionné par rapport à cet autopartage. Merci, bonjour à tous. Donc, le réseau Cities, en 2 mots, c'est un réseau coopératif qui regroupe 12 structures locales d'autopartage. Donc, vous avez la carte de France, principalement dans les grandes métropoles, type Strasbourg, Lyon, Marseille, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, mais aussi dans des plus petites villes. Et l'idée, c'est de trouver une solution de mobilité et un service qui soit viable à toutes les échelles, sur tous les territoires, et pas seulement effectivement dans les grandes villes, même si c'est plus compliqué. Donc, nous, l'enjeu pour nous, c'est effectivement de réduire la dépendance à la voiture. En fait, c'est le premier enjeu, il est environnemental, puisqu'il faut savoir qu'une voiture, en fait, ça passe 95% de son temps à dormir, ça roule 5% du temps, et il nous paraît complètement irrationnel que chacun soit propriétaire d'une, 2 ou 3 voitures. Donc l'idée, c'est de proposer des voitures en libre service qui permettent aux gens de se débarrasser de leur première, de leur deuxième ou de leur troisième voiture. Donc le premier impact de l'autopartage, c'est un impact en termes de gain d'espace, puisque une voiture partagée du réseau Cities, ça remplace 10 voitures particulières. Donc c'est autant d'espace qui peut être gagné, notamment dans les zones denses où l'espace il est rare, il est cher. Aujourd'hui, on parle beaucoup de protéger les terres agricoles pour favoriser de l'agriculture de proximité. C'est sûr que si on détruit des terres agricoles pour construire du logement, des entreprises, donc l'idée est vraiment de préserver l'espace. L'autre idée, c'est aussi de préserver, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque en fait, quand je suis propriétaire de ma voiture, finalement,
la voiture devient un réflexe et j'ai tendance à l'utiliser. Et en plus, c'est logique en termes économiques puisque j'ai acheté une voiture, je l'ai assurée, je l'entretiens, donc c'est 75 ou 80% de coûts fixes, donc j'ai intérêt à l'utiliser pour l'amortir. Donc là, l'idée, c'est de casser ce lien-là. Et donc, en cassant ce lien-là, les gens réduisent leur utilisation de la voiture et du coup, parcourent à peu près 40% de kilomètres en moins. Donc chaque voiture en autopartage, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 en moins émises dans l'atmosphère. Et puis, bah, c'est un enjeu aussi en termes de pouvoir d'achat pour les gens, puisque effectivement, ils peuvent se débarrasser de leur première ou de leur deuxième voiture. Il faut savoir que la voiture, c'est quand même le deuxième budget du ménage. On a bien vu avec la crise actuelle que c'était quand même un enjeu fort. Et dire, bah, finalement, la voiture... Elle peut ne servir que finalement en complément des transports publics, de la marche, du vélo, du train, du tram, du bus et d'autres modes, du covoiturage également. Et donc voilà. Alors il y a un autre enjeu intéressant qui est en termes de santé publique, c'est-à-dire que quand je suis plus propriétaire de ma voiture, justement, ce que je disais, je marche plus, je fais plus de vélo, donc c'est bon pour la santé, pour le budget de la Sécu, parce qu'on lutte aussi contre la sédentarité, quoi. Après, bah, tout l'enjeu, c'est effectivement de trouver un modèle économique. On l'a bien vu, en ce moment, il se passe plein de choses dans les nouvelles mobilités. Il y a des nouveaux services qui débarquent et il y a plein de choses qui se passent avec pas mal d'actualités, quoi. Donc, bah, il y a 6 mois, on apprenait il y a eu la disparition de Autolib à Paris parce que le service avait 300 millions de pertes. Il y a 1 an, on parlait que d'une chose, c'était des vélos en libre service qui venaient d'Asie. Et il y a eu 4 opérateurs qui se sont lancés. Et grosso modo, il en reste aujourd'hui plus qu'un sur le marché. Donc on voit bien que... Et puis bon, en ce moment, c'est les trottinettes qui connaissent un énorme succès avec des levées de fonds importantes. Mais aujourd'hui, la question du modèle économique, elle se pose, quoi. Et c'est pour ça que nous, on bosse vraiment sur les territoires avec des coopératives locales qui travaillent avec les collectivités, notamment avec les opérateurs de transport sur le territoire pour trouver le modèle économique adapté. En gros, nous, on dit on sait équilibrer un service d'autopartage sur une agglo de plus de 300 000 habitants, mais bah, on nous dit mais qu'est-ce que vous faites dans les villes moyennes, dans les zones rurales et peu denses? Et donc, on cherche des modèles. Et donc, par exemple, on dit aujourd'hui dans les zones rurales, il y a des véhicules qui appartiennent aux collectivités et qui tournent 2 heures par jour. Et on propose aux collectivités de dire finalement, c'est vos véhicules qu'on va mettre en autopartage, qui seront accessibles à tous les habitants. Et du coup qui pourront servir à tous, et donc du coup ça permet de réduire les coûts d'investissement, les coûts, et d'avoir des véhicules qui sont mieux partagés. Il y a vraiment un effet d'exemplarité parce que la collectivité ne se retrouve pas avec une flotte de véhicules qui est complètement sous-utilisés, et puis les habitants ont accès à un certain nombre de véhicules en autopartage, quoi. Donc, voilà. Donc notre ambition, c'est effectivement d'arriver à couvrir prochainement tout le territoire. Ça fait maintenant 15 ans effectivement qu'on a démarré, un peu plus. On a aujourd'hui 1300 voitures qui sont partagées par 40 000 utilisateurs, et notre idée, c'est effectivement d'atteindre assez rapidement 100 000 utilisateurs, à la fois dans les grandes agglos, mais pouvoir aussi toucher tous les territoires, puisqu'on voit bien que les enjeux de mobilité, ils sont partout. Et donc de toucher l'ensemble des territoires en France, quoi. Et puis une dynamique qui marche bien, hein, puisque tu peux signaler que donc, récemment vous vous êtes implanté à La Rochelle, hein, donc, et puis là tu me disais juste avant que ça y est, le réseau, enfin Rennes, en fait encore une fois ça rejoint le réseau Cities, et donc au fur et à mesure, encore une fois, il y a cet effet d'essaimage qui commence à se faire et qui montre bien qu'il y a une dynamique sur, encore une fois, un modèle particulier qui est celui de Cities. Qui est un modèle assez élaboré, hein, globalement, avec des véhicules équipés, sur lesquels tout ce qui est facturation, je dirais tout ce qui est état d'avant et état d'après du véhicule peut être réalisé facilement, etc. Donc c'est quand même un modèle qui n'est pas bricolé, d'accord. Et il y a aussi une chose qui est très importante, hein, et que nous on a beaucoup mesuré en termes d'aspect positif, c'est le côté coopératif.
Hein, c'est-à-dire que tous les gens qui rentrent, en fait, qui sont utilisateurs de Cities, mais qui rentrent là-dedans, sont aussi des gens qui appartiennent à une communauté. Cet effet communauté fait par exemple qu'il y a une grande attention qui est portée au véhicule, avec notamment aussi des gens qui sont animateurs de cette structure qui vérifient que les comportements sont les bons, ce qui est un peu différent du modèle, par exemple, Autolib. Oui, donc effectivement, les deux cas que tu cites, donc La Rochelle et Rennes, c'était des services d'autopartage qui existaient, qui fonctionnaient. La Rochelle, c'est le plus ancien service d'autopartage électrique en France depuis 1999, qui s'appelle Yellow Mobile. Mais tout l'intérêt de rejoindre le réseau, c'est effectivement la mutualisation. C'est qu'on a du mal à trouver un modèle économique au niveau d'une ville, et c'est vrai que d'avoir une technologie qui est partagée sur plusieurs opérateurs, d'avoir aussi des choses qui sont négociées en commun, comme des contrats d'assurance qu'on négocie également. Très durement négocié. Voilà, ça permet d'aller plus vite. Et puis, il y a un gros avantage pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'une fois que je suis inscrit dans une des villes du réseau Cities, finalement, je peux avoir accès à une voiture en tout point de la carte. Finalement, je prends le train et je peux avoir accès. J'habite à Tours ou à Nancy, je peux avoir une voiture à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, dans toutes les villes du réseau Cities. Donc ça, c'est pour nous un vrai enjeu, effectivement, en termes de modèle, d'arriver à mutualiser le plus de choses possible pour réduire le coût économique et trouver un modèle qui soit pérenne et durable. L'idée, c'est pas de proposer des voitures pendant quelques mois et que le service disparaisse faute de pérennité et de modèle économique durable. Alors, on va terminer pour laisser un petit peu de place aux questions. Je voudrais juste que tu nous parles de Yé, en fait, qui est un deuxième mode. Le mode initial de City, c'était des voitures en station, donc réparties sur le territoire de la ville, et puis une réservation qui se faisait en disant je vais prendre le véhicule là à cette heure, et puis je vais le rendre à tel endroit à une autre heure. Et donc vous avez développé, en plus de ça, d'accord, parce qu'il y a cohabitation des deux, un nouveau modèle, un petit peu nouveau, notamment sur Bordeaux ou sur Toulouse. Enfin, globalement, on voit bien ce petit logo Yé, qui est un mode un petit peu encore plus simple d'accès à ces véhicules. Donc l'idée, elle est effectivement aujourd'hui, il y a deux grandes formes d'autopartage. Il y a l'autopartage en boucle où on prend la voiture et on la ramène à son point de départ, qui en fait permet de réserver le véhicule à l'avance, et donc offre une garantie finalement à la personne que je me suis débarrassé de ma voiture, mais je sais que samedi matin, si j'ai besoin d'une voiture, je peux la bloquer et je suis sûr de l'avoir. Donc ça, c'est notre forme traditionnelle sur laquelle on a démarré. Et c'est vrai qu'on a bien vu qu'aujourd'hui, la demande, notamment avec l'apparition d'Autolib et d'autres services, et tous les nouveaux services de mobilité aujourd'hui sont sur le free floating, c'est-à-dire un système complètement souple où je peux prendre, que ce soit une voiture, un scooter, un vélo, une trottinette, je la prends où je veux et je la laisse où je veux grâce effectivement à la technologie qui a permis de géolocaliser. Et c'est vrai que nous, on proposait pas ce service-là, et donc depuis 3 ans, on le propose aussi dans 5 villes de France, avec quand même, nous, un constat qui est de dire, oui, c'est un service qui plaît beaucoup, mais c'est un service qui touche quand même plutôt des besoins urbains et qui ne permet pas aux gens de se démotoriser. C'était un peu ce qu'on constate sur tous les services de free floating, c'est que les gens l'utilisent effectivement sur leurs petits déplacements, mais gardent une voiture à côté. Et donc c'est pour ça que nous, on propose finalement les deux services. Les gens sur notre appli, ils voient les deux et en fonction de leurs besoins, ils choisissent une voiture en station qu'ils vont pouvoir garder effectivement plus longtemps, où ils vont avoir une place garantie, ou s'ils ont un petit besoin urbain, ils vont prendre le free floating Yé, une petite smart rouge et noire de notre service pour pouvoir avoir le maximum de flexibilité et de souplesse. Donc l'intérêt, c'est vraiment de couvrir tous les besoins de mobilité, la souplesse d'un côté, la flexibilité et la garantie qui me permet de me démotoriser. On vous remercie de nous avoir écoutés. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour, vous avez beaucoup parlé, je suis de l'autre côté, Bonjour. de collectivités comme partenaires pour ces nouveaux services. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires, vous avez mentionné Smart, comme des constructeurs ou pourquoi pas des associations qui peuvent accompagner des personnes à mobilité réduite par exemple?
Merci. Oui, bien sûr. Alors effectivement, dans les partenaires, il y a les collectivités, il y a les opérateurs de transport, il y a tous les autres opérateurs de mobilité. Par exemple, en ce moment, dans plusieurs villes, on essaye de bosser sur des applis effectivement réellement multimodales. Alors dans notre jargon, on appelle ça la Mobility as a Service, hein, le MaaS. Qui, avec l'idée, c'est effectivement, dans ma voiture, finalement, c'est le seul objet qui me permet d'aller chercher mon pain à 300 mètres ou d'aller faire les retours à Marseille. L'idée, c'est qu'effectivement, j'ai, avec les différents services de mobilité, autant de solutions qui répondent à l'ensemble de mes besoins de déplacement. Donc, on travaille avec ces partenaires-là. Alors, j'en ai pas parlé, mais sur le réseau Cities, on a été aussi un des premiers réseaux à avoir des véhicules équipés pour les personnes à mobilité réduite. On en a aujourd'hui une trentaine, et donc qui permettent effectivement soit à des familles, soit à des aidants professionnels, effectivement, plutôt que de racheter une voiture, de transporter une personne et de lui permettre de retrouver la liberté de sortir. Et on travaille aussi avec soit des associations localement ou des plateformes, l'APF, qui proposent aussi ce type de véhicule. Et l'idée, effectivement, elle est vraiment d'augmenter l'offre pour répondre à l'ensemble de ces besoins. Alors oui, on travaille avec des constructeurs, parce qu'il faut bien des voitures. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, les constructeurs, on le voit bien, ils se mettent aussi sur ce marché-là, puisqu'ils voient bien que effectivement, le passage de la propriété à l'usage, c'est une tendance lourde. Et on voit bien ce qui se présente aujourd'hui à Paris pour remplacer Autolib, c'est essentiellement des offres proposées par les constructeurs. Donc effectivement, nous, on a un peu impulsé en tant que structure de l'économie sociale et solidaire ce marché il y a 15 ans, et on voit bien que les constructeurs ils viennent dessus parce qu'ils voient bien que c'est une solution d'avenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est en train de dépasser le temps qui nous était imparti, donc je ne voudrais pas priver Sanofi de... Oui. Question là devant. Pardon. Le partage, est-ce une véritable philosophie, volonté ou tout simplement une baisse des richesses? J'ai pas l'impression que ça soit une baisse de richesse, en tout cas. Je ne sais pas forcément répondre aux deux premières propositions. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, la richesse, elle est très très mal répartie. Celui qui a une voiture et celui qui n'en a pas, ils ne sont pas tout à fait sur un pied d'égalité par rapport aux fonctions vitales ou fonctions sociales qu'ils peuvent exercer. Donc, ce qui paraît très intéressant, c'est que finalement, le partage, il donne cette possibilité, en fait, d'élargir, d'accord, l'utilisation du bien et donc finalement toutes les possibilités qu'il apporte à plus de personnes. Donc pour moi, en fait, ce qui est très important, c'est encore une fois de dire, si finalement on a un retraité qui veut plus se servir de son véhicule, mais qu'il a toujours dans son garage et à côté quelqu'un qui a besoin de se déplacer au niveau professionnel ou pour d'autres besoins, que lui n'a pas de véhicule, est-ce qu'on ne peut pas créer, et ça la Massif commence beaucoup à réfléchir là-dessus, sur est-ce qu'on ne peut pas faire une équation assez intéressante autour de ça, faite de solidarité et de besoins extrêmement pragmatiques. Quelles leçons retenir de l'arrêt d'Autolib à Paris ? Oui, juste sur la question. Alors, c'est une vraie volonté, une vraie philosophie. Alors, est-ce que aujourd'hui, il y a 38 millions de véhicules en France. Est-ce que le but du jeu, c'est de soutenir la croissance en ayant 40, 50, 60 millions de véhicules? Est-ce que c'est ça le modèle économique qu'on veut? Donc, il nous semble que notre modèle, c'est effectivement moins de biens, mais plus de liens sociaux. Il faut avoir ça aussi en tête, c'est que l'autopartage, il y a plus de gens comme le covoiturage, ça amène plus de gens dans les voitures, ça amène les gens à revenir faire leurs courses en proximité plutôt que d'aller dans les zones commerciales en périurbain. Donc ça contribue à maintenir et à recréer du lien social, et on s'inscrit vraiment dans cette philosophie-là, quoi. Après, sur Autolib, il y a plein de leçons à tirer. Donc effectivement, le premier, c'est qu'il faut distinguer, j'imagine qu'il y a plein d'entrepreneurs dans la salle, il faut distinguer le succès commercial et le succès business. Hein. Première chose, c'est pas la même chose. Hein. Deuxième chose, c'est que, de mon avis, il faut pas faire forcément trop d'innovation en même temps. C'est-à-dire que dans Autolib, il y avait effectivement à la fois l'introduction de la trace directe,
direct d'une technologie de batterie qui devait rester chaude et qui fait qu'on devait ramener obligatoirement la voiture à une station pour pouvoir le faire. Et une question sur effectivement la question de un modèle économique, il doit s'adapter en permanence, et c'est vrai que Autolib, il a vite été concurrencé par l'arrivée de Uber, l'arrivée des scooters en libre service, qui finalement offraient peut-être plus d'avantages que lui, et le modèle, il n'a pas su être repensé forcément. Bon, on pourrait dire plein de choses sur Autolib, mais on va s'arrêter là. Il faut qu'on libère l'espace. On vous remercie encore une fois beaucoup pour votre attention. Et puis on peut prendre à la sortie des questions. Merci beaucoup.